Cette semaine, la fine équipe d'ORLM revient sur les ventes records de l'iPhone qui s'est écoulé à plus de 74 millions d'exemplaires. Retour également sur Windows 10 qu'a dévoilé Microsoft. Que penser de cette nouvelle version, mais aussi des autres nouveautés de Redmond, dont un étonnant casque de réalité augmentée. Débat, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette édition d'On refait le Mac. Et pour débattre avec nous cette semaine ici en plateau, Paul Rony, l'anthropologue du Mac, mais également le Benjamin de cette émission. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va? Ça va bien? Bon écoute, ça va pas trop mal, encore 2 jours d'examen, mais ça devrait aller. Bon, ça s'est bien passé. Difficile, mais ça devrait aller. Bon, je suis sûr que tes profs nous regardent et sont indigents avec toi, mais ils travaillent. J'ai pas de doute, il est sérieux ce garçon. Autre chroniqueur, autre historique d'On refait le Mac, il s'agit de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, écoute, toute ma vie j'ai essayé de faire l'intéressant en essayant d'être unique, c'est pour ça que je suis allé travailler chez Apple à un moment où personne ne voulait y aller, et puis là je me retrouve à être un parmi 75 millions d'acheteurs d'iPhone sur le dernier trimestre. Ouais. Je tombe dans la banalité, c'est triste, hein. Il va falloir passer à Windows Phone, Monsieur X. Ça me l'a rendu sympathique du coup, Windows 10 mobile, je vais peut-être switcher. Oh, il y a du monde aussi dans les autres plateformes, mais c'est vrai qu'Apple a cartonné, on va en parler dans un instant. Autre chroniqueur, autre historique d'On refait le Mac, il s'agit bien sûr de Rodrigo Sepúlveda-Schultz, investisseur, podcasteur, entrepreneur et conseiller en stratégie numérique. Bonjour Rodrigo. Pace salut. Oui, on a encore quelques jours pour souhaiter les vœux, c'est vrai. Pace salut Rodrigo, et tu as bien révisé, tout va bien? Tout va bien. Voilà. Et pour parler avec nous, parce qu'on va parler des résultats financiers d'Apple, mais également de Windows ce soir, le spécialiste d'On refait le Mac et accessoirement de Clubi, qui est un autre partenaire média, le rédacteur en chef de Clubi, Julien Jay. Bonjour Julien. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Bah oui, tu as été malade, tu es parti au CES. Oui, j'étais souffrant, c'est terrible tout ça. Voilà. Les gars, on en revient toujours avec des miasmes. Et puis on va se cotiser pour payer à Clubi une connexion internet digne de ce nom, hein, parce que ça pixelise. Non, mais ça c'est vos logiciels sous Mac, ça. C'est pas très bien optimisé. Non, nous dirons que c'est Google Hangout qui Non, nous fait des mais avoir caprices. des routeurs aussi chez soi sous Windows, c'est une mauvaise idée. Hein. Ouais. Bien, on va commencer tout de suite très fort par les résultats financiers et le chiffre de la semaine de Paul Rony. Alors Olivier, cette semaine, un gros chiffre pour le chiffre de la semaine, puisqu'on va parler de 800 000. Oula. C'est le nombre d'iPhone vendus 800 000. par jour au 5-0. dernier trimestre. 5-0, 800 000 iPhones par jour au dernier trimestre. 34 000 par heure. 34 000 par heure. C'est sur le dernier trimestre qu'a réussi à vendre l'iPhone. Donc on arrive un peu à la limite de la production et de la logistique d'Apple. Ça donne quoi concrètement en chiffres, hein? Alors ça donne que l'année dernière, Apple a vendu 51 millions d'iPhone au premier trimestre fiscal et que cette année, on est à 74,4 millions d'iPhone vendus pour ce trimestre. Ça fait une augmentation quand même assez conséquente. 23 millions de Et puis plus, toujours ce chiffre étonnant, 800 000 iPhones par jour, c'est énorme, c'est énorme. Alors messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette augmentation extraordinaire des ventes d'Apple? Monsieur X, on atteint vraiment les limites, hein. Tim Cook, dans ses résultats financiers qui a été publié cette semaine, expliquait qu'on arrivait à la limite de la logistique, de la capacité de production d'Apple. Ils auraient pu en vendre encore beaucoup plus. Oui, alors d'abord il faut, et je pense qu'on va être tous unanimes là-dessus, expliquer pourquoi Apple a atteint un nouveau sommet. C'est certainement à cause du marché chinois qu'Apple s'est ouvert maintenant pleinement il y a quelques mois, ça fait un peu moins d'un an. Donc en termes de demande, là, la Chine donne à plein, comme on dit, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, oui, effectivement, en termes de capacité, on disait 800 000 iPhones par heure, c'est ça le chiffre de la semaine? Par jour. Par jour, pardon. Ce qui est déjà pas mal. 34 Moi, 000 par heure. Voilà, je vois même pas comment organiser les camions tout bêtement à la sortie de l'usine. Ça dépasse un peu mon entendement, ce d'autant plus que les iPhones, même s'il y en a eu beaucoup de vendus en Chine, je le disais, ne sont pas tous vendus en Chine. Il faut les expédier dans le monde entier. Et au niveau transport, bateau, aérien, ça doit être un vrai cauchemar. Mais je parie qu'Apple peut faire mieux. Il y a encore le marché indien qui n'est pas inondé. Donc dans l'absolu, la barre des 100 millions est possible. Rodrigo, monsieur qui disait que la locomotive des ventes et ce qui poussait les ventes, c'était la Chine. Accessoirement, il y a vraiment des vraies nouveautés cette année en matière de téléphone, hein, un vrai nouveau design, un vrai téléphone avec un grand écran, voire un très grand écran. Bref, tu es d'accord avec cette analyse, alors que la Chine plutôt a tendance à vendre des téléphones à bas coût. C'est quand même, le ticket d'entrée est autour des $600, ce qui est quand même assez élevé pour le niveau de vie moyen en Chine.
Bah, moi, toutes les analyses que j'ai eues ce matin Les analyses. confirment ce que dit. Confirme ce que dit Monsieur X, absolument. C'est la Chine. Ils sont en passe de devenir premier vendeur sur ce trimestre, mais également en Corée. Et le fait qu'il y ait maintenant des phablettes chez Apple, donc des Paradoxe. grands écrans, Hmm. ont énormément boosté les ventes dans cette partie de l'Asie de l'Est. Ouais. Julien, les pays asiatiques sont très friands des phablettes et tablettes en général. Ça manquait et on voit que c'est ça qui a aussi boosté les Oui, ventes. ça manquait clairement au catalogue d'Apple. C'est pour ça qu'ils ont fait le 6 Plus. On verra l'an prochain ou plus tard dans l'année Ils si feront le 7. effectivement ils reviennent sur leur choix, puisqu'il y a eu des rumeurs d'iPhone 6 de plus petite taille. Moi, ce que je iPhone trouve 6 intéressant, c'est mini. qu'effectivement, ils performent très très bien sur la Chine en maintenant leur marge. Et c'est ça enfin, c'est ça qui est vraiment important, c'est On va en qu'ils parler sont dans un arrivés instant. à justifier leur marge assez exceptionnelle sur le marché chinois, qui pourtant est plutôt un marché low cost, comme on le disait un peu plus tôt. Bien, ça montre que je ne suis pas un petit peu fou. Dernière question sur le thème des iPhones. L'iPhone est très présent dans le chiffre d'affaires d'Apple, près de 70% des revenus. C'est le téléphone. Est-ce que ce n'est pas un danger pour l'avenir d'Apple, Monsieur X ou Rodrigo? La mobilité a subi différentes étapes. Elle était centralisée à l'époque des mainframes, on se connectait en temps partagé sur des ordinateurs. Puis il y a eu On remonte à la la préhistoire de miniaturisation. l'informatique. Mais C'est bien. oui, mais l'évolution, c'est-à-dire faut utiliser une ressource pour se connecter à un truc partagé. Puis on a eu un ordinateur au bureau, puis à la maison. Et aujourd'hui, on a l'ordinateur sur soi. Donc le premier outil de communication avec les autres, pour les usages les plus courants, c'est devenu l'ordinateur que l'on a sur soi, et c'est indifféremment l'iPhone ou l'iPad ou la tablette. Hmm. Mais en grande partie maintenant le smartphone. Monsieur Oui, X, C'est normal. non, moi, il je n'y a suis pas une complètement dépendance de d'accord l'iPhone, avec, une trop importante dépendance de l'iPhone chez Apple? je crois que pour une fois, Rodrigo n'a pas tout à fait répondu à la question. Il a Bah oui. raison en termes d'usage. L'iPhone devient le premier objet qu'on allume le matin et qu'on éteint le soir. Donc c'est normal qu'Apple en vende beaucoup. Maintenant, d'un point de vue entreprise, comme Apple a une gamme qui n'est pas très large, 3-4 modèles d'iPhone, s'ils loupent le design du prochain, ils sont quand même vachement à risque. Moi, j'aimerais pas être le designer chez Jonathan Ive qui est en train de faire la coque de l'iPhone 6 Plus ou le chef de produit qui décide des fonctionnalités. Tu te plantes et tu mets à risque 30% du chiffre d'affaires d'Apple. Donc moi, ça m'a toujours fait 70%, Monsieur X. ouais, 70%. Mais monsieur, Donc, il y a deux choses dont tu ne parles pas là, qui, un, est la marque, et la marque projette un bénéfice client, une appartenance à un univers particulier, et puis l'écosystème applicatif qui, lui, quelle que soit la taille du prochain écran ou sa spécification technique, sera toujours là. Et ces deux arguments-là font que les gens achètent de l'Apple. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque Une erreur, peut-être pas deux. Donc il ne faut pas se louper quand on sort le nouvel ouais, iPhone. mais au-delà, messieurs, et pour aller dans le sens de Monsieur X, est-ce qu'il n'y a pas un autre risque? C'est que l'année prochaine, on sait très bien qu'une année sur deux, les évolutions des iPhones sont plus modestes. Je pense notamment à un iPhone 6S, donc il n'y aura pas vraiment de révolution, juste une montée des spécificités techniques. Est-ce qu'il n'y a pas un risque identique pour Apple que pour Samsung avec l'arrivée des constructeurs chinois, des copies l'année prochaine d'iPhone 6 en termes de design, mais tournant sous Android? Et là, et à des prix au quart du prix de celui d'Apple. Et là, en Chine, on peut se demander s'ils pourront toujours avoir ce relais de croissance. Xiaomi est une menace extraordinaire. Il se présente comme le Apple chinois. C'est une boîte qui a 5 ans, on en parlait. Ils cartonnent, absolument cartonnent. Ils ont vendu leur dernier numéro, leur dernier téléphone, en 3-4 minutes. Sold out. Il y a eu 240 millions de précommandes et en 3-4 minutes, c'est parti. Donc, effectivement, mais il y a différents segments de marché dans le monde. On est aujourd'hui, un peu plus de 7 milliards. Il y a, au dernier chiffre de l'an dernier, 1,8 à 1,9 milliard d'utilisateurs de téléphones smartphones. On s'attend dans les prochaines 2 années à 1 milliard supplémentaire. Il faudra que Apple se partage avec Samsung et Xiaomi ces nouveaux marchés. Merci Rodrigo. Les ventes d'iPhone, c'est aussi l'occasion de revenir sur les résultats financiers d'Apple et notamment les points un petit peu négatifs, moins qu'on puisse dire, sur ces chiffres du premier trimestre 2015, parce qu'il y a des chiffres négatifs, notamment les ventes d'iPad. Le renouvellement de la gamme en octobre de l'année dernière n'a pas forcément l'effet voulu. Il s'est vendu 26 millions l'année dernière d'iPad, il s'en est vendu seulement 21 millions cette année. On voit sur cette courbe à peu près 4 millions et demi, 5 millions de moins. Ça vous surprend encore une fois, Monsieur X? On s'y attendait quelque part un petit peu. C'est la confirmation de ce qu'on avait discuté au moment de l'iPhone 6 Plus. Très certainement que l'iPhone 6 Plus a un territoire qui est un peu plus grand que celui du téléphone. Il cannibalise les tablettes et notamment l'iPad chez Apple, et ils n'ont pas descendu suffisamment significativement l'iPad mini pour que les gens, sans se poser de questions,
s'achètent un iPad mini. Descendu plus en un prix, iPhone. vous voulez dire, Voilà. monsieur X? Tu veux dire, monsieur X? Descendu en prix, bien sûr, ouais. Et c'est aussi pour ça, je pense que Tim Cook, à la fin de son discours hier, parle d'objets iOS au global en disant qu'il avait passé la barre Hmm. du million. On est dans l'ère du Milliard. post-PC, peut-être Du qu'il milliard, voit ce du marché, milliard. milliard, pardon, Eh oui. et ça fait une Eh oui. différence. Et je pense que Tim Cook voit le marché comme un marché d'ensemble, Hmm. où il y a une continuité entre les tablettes et l'iPhone. Ouais. Donc c'est un vaste communicant, et si on considère que un peu moins de ventes d'iPad, plus de ventes d'iPhone, c'est un truc continu, et c'est pas un problème à mon avis pour Apple. Il faut regarder maintenant la poche globale iPad plus iPhone et voir si cet ensemble continue de croître. Je pense que c'est la bonne vision, plutôt que de séparer l'iPad de l'iPhone. Paul en plateau. Oui. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que l'iPad et l'iPhone Apple a voulu les distinguer l'un et l'autre en disant que c'était pas le même usage, pas le même objet. Donc d'accord, ils tournent tous les deux sous le même OS, mais pour moi, c'est pas le même objet. Et le fait que les ventes de l'iPad baissent, c'est significatif. Par contre, elles baissent encore pas mal. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce qu'a dit Tim Cook, c'est le fait qu'entre 50 et 70% des gens qui achètent un iPad aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils achètent un iPad. Donc l'explication, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois dans cette émission, c'est peut-être aussi qu'un iPad, ça ne se rachète pas tous les 2 ans comme un iPhone, on n'a pas de contrat, on va l'acheter. Le cycle de renouvellement est plus long. Oui. On va l'acheter tous les 3, 4, 5 ans comme un ordinateur. Ceci explique peut-être cela, mais ce qu'il y a de toujours positif, c'est que les utilisateurs d'iPad sont visiblement en grande majorité de nouveaux utilisateurs. Mais pour moi, le mélange iPhone-iPad, même s'il y a une catégorie un peu entre les deux avec l'iPhone 6 Plus et l'iPad mini, c'est pas le même objet, c'est pas encore les mêmes usages. Rodrigo, Julien, est-ce que vous pensez, en conclusion, pour les chiffres de l'iPad, que l'âge d'or de l'iPad chez Apple est terminé? Moi, je voudrais juste commenter sur ce que tu as dit au tout début. Oui. Tu dis ça Il n'aime peut pas sentir répondre à mes sur les questions. éléments négatifs de l'annonce, mais je voudrais juste rappeler, c'est le trimestre avec le bénéfice record ever de l'histoire d'Apple. Et de tous Ever. les États-Unis, non, c'est pas ça aussi? Oui, mais 5,5 Et- millions et- d'iPad en et- moins. Et c'est le Rodrigo. record de bénéfices, 18 milliards sur un trimestre, record absolu de tous les temps, de toutes les sociétés ever. Oui, mais je te rappelle que l'année dernière, Tim Cook, pour justifier les ventes d'iPad, disait mais l'année d'avant, les ventes avaient été exceptionnelles, c'est pour ça. Hein. Mais cette année, l'année dernière, les ventes n'ont pas été exceptionnelles et puis pom. Enfin, c'est quand même assez exceptionnel. Et sur le titre, c'est en 2002 qu'on a eu ExxonMobil qui a annoncé un trimestre. Non, avec mais 5 là, milliards tu parles de globalement. bénéfices. Là, je te parle d'un Ouais, produit au carton. et de l'AirPost PC. Est-ce que pour toi, l'âge d'or Oui, de bah, l'iPad est terminé? Est-ce que ça va redémarrer? Non, l'âge d'or n'est pas terminé, mais effectivement, on peut réénumérer tous les arguments que l'on a cités. C'est que le cycle de renouvellement est plus lent, effectivement, que les early adopters sont tous aujourd'hui équipés, que la nouveauté des nouveaux appareils par rapport aux anciens n'est peut-être pas suffisante, qu'il y a aujourd'hui une concurrence pour l'usage tablette qui est en général le deuxième voire troisième appareil que l'on dispose à la maison beaucoup moins cher, etc. Beaucoup, il y a plein de beaucoup, choses beaucoup moins cher. Oui, et donc il y a plein de choses qui font qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un iPad. Et puis bon, moi, je vous ai déjà dit, moi j'ai 3 iPads à la maison parce qu'on est 3 dans cette maison. À un moment, on sature. Donc on changera sur une vraie nouvelle gamme quand il y en aura besoin. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin. Et l'usage qu'on fait aujourd'hui de son iPad pour jouer ou pour lire est largement suffisant. Julien, ta Ouais. réaction brièvement pour conclure sur ce sujet de l'iPad? Difficile à dire. Tous les arguments ont déjà été pas mal évoqués là, par nos petits camarades. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont éventuellement un relais de croissance avec l'hypothétique iPad Pro. Faudra voir si effectivement ça voit le jour, ce que ça peut donner. Est-ce que l'âge d'or est terminé? Difficile à dire. Moi, ce que je note, c'est que dans le même temps, Microsoft se satisfait largement de ses ventes de Surface Pro 3 qui ont accumulé plus d'1 milliard de dollars sur le dernier trimestre. Alors, certes, Microsoft ne donne pas de chiffre de volume, ok, mais maintenant, Surface, c'est un business qui Ça marche. décolle. Et Plus il y a 25%, peut-être, hein, c'est ce qui est plutôt remarquable. c'est pas donc l'âge de la tablette n'est pas totalement terminé, mais À voilà, suivre. à suivre. Bien, parlons de ce qui fait l'histoire d'Apple et qui est purement dans son ADN, à savoir le Mac. Les ventes de Mac décollent, ne cessent de croître. Également lors de ces derniers trimestres, 4,8 millions l'année dernière lors du premier trimestre, 5,5, alors qu'il n'y a pas eu encore une fois forcément de nouveautés majeures hormis l'iMac Retina, mais c'est un très très haut de gamme. Encore une fois, comment expliquer cette croissance? Réseau de magasins, effet halo de l'iPhone, Monsieur X, brièvement. Alors, c'est marrant parce que l'effet Halo, j'y ai pensé cette semaine. Donc, alors pour ceux qui connaissent pas, je rappelle. Halo. hein. Halo, H-A-L-O. Donc, je ne connais pas la marque Le jeu Apple. vidéo
Non, ça c'est Je Microsoft. n'ai jamais utilisé un de ces produits. On va en J'achète parler dans un iPhone, instant, Microsoft. je Oui, monsieur comprends X. que c'est génial, Apple, et donc j'achète un Mac dans la foulée. C'est le fameux effet Halo décrit par Steve. Quand on voit les ventes d'iPhone et d'iPad, on ne peut pas dire qu'il y a un effet Halo sur les Mac, hein. Non. On vend aujourd'hui chez Apple quasiment 100 millions de produits iOS sur le dernier trimestre de Sur l'année. 3 mois, On ouais. vend 5 millions de Mac. Donc moi je pense que le Mac est retourné où il était, c'est-à-dire Chez X. chez les gens qui aiment ce produit depuis longtemps. Oui, mais monsieur X, du temps où vous étiez chez Apple, vous passiez, je ne veux pas dénoncer, hein, mais vous passiez péniblement la barre du million de Mac vendus par trimestre. Là, on est à 5,5, hein, 5 fois plus, Oui, mais monsieur X. je me place d'une année sur l'autre. Comme quoi, vous avez bien fait de partir. Non, mais je me place d'une année sur l'autre. La croissance d'une année sur l'autre, elle est vraiment minime et elle dépend Oui. plus de la fluctuation du pouvoir d'achat des gens, du renouvellement du parc machine, que de quoi que ce soit d'autre. Donc je pense que le Il n'y a marché pas du Mac eu chez de Apple, révolution question gamme non plus, monsieur X. non, mais il n'est plus lié au marché de l'iPhone et de l'iPad. C'est quasiment deux entreprises. Peut-être que comme Hewlett-Packard, d'ailleurs, Apple va se séparer du Mac et en faire une Mais il entreprise blasphème, là. autonome. C'est ça qui est bon. Ça, Bien. ça serait peut-être bien, d'ailleurs. Ça permettrait de rebooster en termes d'innovation le Mac qui végète, hein. Ouais. Alors, on va faire plaisir. Oui, Moi, brièvement, j'aimerais Julien, quand pour même, terminer sur le Mac. juste glisser un mot. Je trouve assez intéressant sur le Mac, c'est peut-être la seule gamme de produits Apple où il y a une offre compétitive en termes de prix. Je pense particulièrement au MacBook Air, quand on compare à leurs homologues PC, où effectivement il n'y a Ça pas va nécessairement troller ce un week-end Apple. sur Clubic, je te dis même pas, hein. Ah, C'est pas moi qui ça le va dis, troller, c'est mais un Ultrabook Clubic. équivalent à un MacBook Air, Ouais. c'est soit le même prix, soit 200 à 300 euros de plus en règle générale. Ouais. Et du coup, il est probable également que quand même dans ces très bons résultats, le MacBook Air ne soit pas étranger à cela. Ouais, alors qu'il a quand même, c'est une ligne de produit qui a bientôt presque 4 ans et qu'on va en parler dans un petit moment, pas tout de suite, au moment du bisomètre. Une nouvelle version pourrait arriver, il s'est encore pas mal buzzé, c'est le moins qu'on puisse dire cette semaine. Un petit mot de Rodrigo il en a parlé tout à l'heure brièvement sur le chiffre d'affaires, sur la marge. Encore une fois, record, 74,6 milliards de dollars, c'est le trimestre record d'Apple. Hein. L'année dernière, on était à 57 milliards, on est passé à 74 milliards, plus 20 milliards, une paille. Et la marge, Rodrigo, qui vraiment est impressionnante, était déjà de manière assez étonnante, autour des 37% de marge brute. On est aujourd'hui à 39,9%. Ça veut dire qu'Apple, non seulement vend énormément de machines et de produits, mais en plus, ils les vendent très cher avec une forte marge. C'est des marges supérieures à des marques de luxe, voire de haute couture, Rodrigo. C'est étonnant. On peut allier volume et premium. J'ai jamais vu ça, moi, personnellement. Il manque un élément dans ce que tu dis, c'est également contrôle des coûts. Donc ils ont potentiellement, là j'ai pas regardé, mais potentiellement également optimiser toute la chaîne logistique, optimiser les achats. Vous savez, on en avait parlé il y a très longtemps, ils ont également intégré dans la chaîne de valeur toute la distribution. Donc ils ont déployé tous ces Apple Store un peu partout dans le monde. Ils en ont une vingtaine en Chine aujourd'hui, Monsieur X en parlait tout à l'heure. Donc voilà, donc ils absorbent des coûts qui existaient auparavant, qui disparaissent. Non, c'est vraiment étonnant. Quel talent ce Tim Cook après quelques années du départ de Steve. Ouais, comme quoi l'histoire est loin d'être terminée, mais il y aura d'autres rebondissements dans les mois qui viennent parce que les concurrents se préparent, notamment Microsoft qui a dévoilé une nouvelle version de Windows 10. Après les cafouillages de Windows, Microsoft est de retour avec une version améliorée. On va essayer de détailler ensemble, notamment avec Julien, les grandes améliorations du côté de Redmond. Mais en préambule, il y a eu quand même quelques autres nouveautés, notamment une chose assez étonnante, ça s'appelle HoloLens. C'est un casque de réalité augmentée. Tu peux nous présenter un peu le concept, Julien, brièvement ? Oui, en gros, c'est un casque que tu mets donc sur le visage avec un écran et qui va te projeter des hologrammes finalement, avec lesquels tu interagis tout simplement de manière assez naturelle en levant les bras et en déplaçant tes mains pour interagir avec les objets. Donc il y a pas mal de scénarios d'utilisation qui ont été présentés, du jeu de construction qui occupe ton salon au scénario d'exploration de l'espace en partenariat avec la NASA. Donc le projet est assez excitant, faut le reconnaître. Pour une fois chez Microsoft, on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser ces mots. Par contre, il est peut-être présenté un petit peu trop tôt, peut-être trop en avance de phase. Mais en tout cas, c'est une belle réalisation avec des comment dirais-je,
des impératifs ou des conséquences qui sont que Microsoft vise à changer sa plateforme et à avoir des développeurs qui envisagent un nouvel outil. Les parallèles qu'on a pu lire assez rapidement après l'annonce, c'est que HoloLens avait le potentiel d'un smartphone à l'époque, c'est-à-dire de changer ton informatique quotidienne avec un device qui change tous tes usages. Est-ce que ça sera le cas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un potentiel assez énorme. Concrètement, ça se pilote comment? C'est à la main, c'est à la voix, ça fonctionne comment? Tu as de la reconnaissance de tes gestes, donc c'est vraiment gestuel. Je ne crois pas qu'il y ait de reconnaissance de tes yeux, mais j'en sais même rien. Je ne suis pas assez pointu là-dessus. Il doit bien y avoir une reconnaissance vocale, oui, à vérifier. Ouais. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas, messieurs, que c'est un peu paradoxal au moment où Google a tendance à retirer, Google carrément retire de la vente, même si c'était une pré-vente, les Google Glasses, mais c'est vrai qu'ils coûtaient très cher, qu'ils sont en train de redéfinir le concept, de se relancer sur le même créneau, même si c'est plus proche d'Oculus Rift que de Google Glasses. Est-ce que quelque part, ce n'est pas juste une présentation pour en mettre plein les yeux et qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément un marché pour ça? Votre opinion? Je sais que la critique est facile. De toute façon, le jour où effectivement Steve Jobs a lancé l'iPad, il n'y avait pas de marché pour la tablette. Microsoft avait essayé il y a quelques années avant, il s'était cassé les dents. Il y avait un marché qui a la tablette puisque l'iPhone l'avait préparé, il y avait un écosystème. Non, mais effectivement, là il déflore de nouveaux marchés. Aujourd'hui, le marché n'existe pas. Oui. Moi, je pense que ça a vraiment de l'avenir parce que pour le coup, vraiment. Mais à quelle échelle? J'en doute pas que ça allait venir, mais quoi? 6 mois, 1 an, 10 ans? Honnêtement, Google a des moyens. Je pense et on a vu que mais pour l'instant, Microsoft aussi a des moyens. Mais oui, Microsoft a énormément de moyens, peut-être même plus Google. Pourquoi Microsoft parviendrait à réussir avec ce concept de produit là où Google jusqu'à maintenant a pêché? Parce que déjà, de ce qu'on a vu de la démonstration et des comptes rendus qu'on a pu lire, visiblement, l'interface n'est pas du tout la même. Ce n'est pas du tout le même principe, malgré tout. Là où les Google Glass s'intègrent à ton environnement, le HoloLens, visiblement, transfigure ton environnement et fait plus que s'y insérer doucement. On a vu des choses vraiment… Là où les Google Glasses servaient à faire de la recherche sur Internet, des réseaux sociaux, de la communication et à la rigueur de la reconnaissance d'objets, là, on voit vraiment quelque chose qui transforme l'univers. C'est-à-dire que ça a l'air vraiment plus intéressant. Je pense que ça a le potentiel de remplacer l'ordinateur, là où les Google Glass avaient le potentiel de compléter un smartphone. Ouais, ça va beaucoup plus loin en clair. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec Paul, à savoir que ce concept de casque de réalité augmentée virtuelle constitue en quelque sorte la vraie ère post-PC? Moi, j'arrive pas à me projeter jusque-là. Je pense qu'il y a quelques applications professionnelles ou semi-professionnelles évidentes, ou en tous les cas auxquelles on peut penser. Typiquement, je visite un appartement témoin avec ces lunettes-là. Je peux effectivement imaginer la déco, mais on a déjà vu ces démos-là, ces usages-là avec Oculus Rift. Hein. Donc, parce que Oculus Rift a défriché un peu le truc, on peut imaginer faire la même chose en mieux ou plus avec HoloLens. Pour le reste… Pas tous en même temps, messieurs. Je voudrais juste préciser un point par rapport à l'Oculus Rift. L'Oculus Rift te coupe de ton environnement. C'est un casque qui te coupe intégralement de ton environnement. Tu as un écran sous les yeux. Tu n'as plus du tout de context awareness de ton environnement autour. L'HoloLens, tu as ton environnement, c'est-à-dire tu vois les murs qui sont autour de toi, et tu as des projections par-dessus en réalité augmentée. Et c'est quand même une grande différence. Donc, je vais juste préciser ça pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Monsieur X, mais alors, juste pour finir, en termes d'usage, et je ne remets pas en cause ce que tu dis sur la réalité augmentée versus l'environnement fermé d'Oculus Rift, la réalité augmentée c'est bien, mais quand tu peux vraiment t'en servir effectivement dans ton quotidien, mais vu la taille du produit, ça ne marche pas, quoi. Le produit, il est aussi gros qu'un Oculus Rift. Non, mais aujourd'hui, c'est pas un produit qui est prêt pour la commercialisation. C'est pour ça que je disais qu'il est en avance de phase. C'est que c'est un prototype très sympa, il y a des choses absolument intéressantes à voir, mais personne n'achètera ça demain matin, ça c'est sûr. Alors pour conclure, pour qu'en termes d'usage, on en fasse quelque chose, défends-toi, monsieur. Comme pour les Google Glasses, il faut que ça se miniaturise, et on va être obligé d'attendre un petit peu de temps. Je pense que c'est une techno de ce point de vue-là, miniaturisation, qui n'est pas mature, ça va peut-être nous prendre, ou leur prendre 5, 10 ans, pourquoi pas 15 ans. Donc le débat, il est un peu jeune. Ouais, dernière question, parce qu'on nous pose la question sur Internet, c'est Ben, alias Coulet Benoît, qui nous pose la question. Est-ce qu'il y a une liaison avec un ordinateur qui est nécessaire pour faire fonctionner ce casque de réalité augmentée ou il est totalement indépendant?
l'ordinateur est dans le casque de ce jeu. Donc c'est totalement indépendant, donc il faudra quand même avoir de bonnes batteries, me dit-il. Il a bien raison, mais c'est le début d'une nouvelle ère. Mais on sait que la tablette, elle a mis 20 ans, Paul, voire 30 ans pour s'imposer, le Newton, et j'en passe bien avant. Donc c'est bien d'avoir des idées, c'est bien de faire des démos, mais savoir quand est-ce qu'il arrive à maturité, quand est-ce qu'on peut donner vraiment envie aux gens d'utiliser ces usages. On avance sur Microsoft. Olivier, est-ce que c'était pas un one more thing plus excitant qu'une montre connectée qu'on a déjà vue 25 fois chez tous les concurrents? Alors écoute, je suis d'accord avec toi, Julien, pour une fois, note-le, mais oui. Non, c'est vrai que le concept fait plus rêver qu'une simple, entre guillemets, qu'une simple montre. Maintenant, est-ce que... mais on le voit depuis des années chez Google, que ce soit Google ou Microsoft, ils présentent leur concept de produit, ils les dévoilent au public. Ce qu'il y a chez Apple dans les laboratoires ne sort que très peu de choses. Donc il y a peut-être l'équivalent chez Apple, mais malheureusement on le saura jamais, ce qui est un peu frustrant. Mais un jour on essaiera de défricher quand Apple aura l'occasion de nous ouvrir ses portes. On ne sait jamais. Peut-être un jour ils seront touchés par la grâce. La porte aussi. Oui, on va peut-être défoncer la porte. On va avancer et on va essayer de ne pas défoncer Microsoft parce qu'il y a quand même de très belles choses qui ont été présentées dans Windows 10. À commencer par une surprise, Julien, par le nouveau modèle économique, on peut dire, qu'a mis en place Microsoft, à savoir que Windows 10 serait gratuit ou sera gratuit la première année pour les utilisateurs de Windows 7, de Windows 8, Windows 8.1 aussi. C'est un sacré pari que joue là Microsoft, Julien. Non, c'est la continuité logique de ce qu'ils font depuis quelques années. Je te rappelle les offres promotionnelles au lancement de Windows 7 qui devaient coûter 49 €, les offres promotionnelles au lancement de Windows 8 qui coûtaient 29 € à peu près. Windows 8.1 était, je le rappelle, gratuit. Ouais. Aujourd'hui, le coût de la licence Windows, on le voyait, il y a eu encore une actualité il n'y a pas longtemps pour un fabricant d'ordinateur, pour un Asus, c'est soit 0$, soit maximum 15$. Ça a bien changé. Donc, effectivement, ils l'annoncent, ils ont l'intelligence enfin de dire voilà, Windows sera gratuit, Windows as a service, ok. Mais finalement, c'est la suite logique et la continuité de ce qu'ils ont commencé à faire depuis, je dirais, au moins Windows 7. Ouais. En clair, c'est une décision politique aussi pour booster un petit peu le taux d'acquisition parce que Windows 8, c'est pas génial. Windows 16 fait de la résistance. Ça, c'est pas génial, ouais. Oui, évidemment que ça aura des impacts sur la migration. Évidemment que ça va les aider là-dessus. Faut quand même pas non plus perdre de vue que dans le même temps, pour les entreprises, Windows ne sera pas gratuit. Ouais. On parle bien de gratuité de Windows pour l'utilisateur final, pour le grand public, mais pas pour la PME, pas pour le grand groupe du CAC 40. Ça sera toujours payant. Ouais. Windows 7, Windows 8 entreprise et RT aussi seront exclus pour l'instant. On va voir si les choses. Windows RT, par contre, c'est mort, c'est fini. Ouais, c'est mort, c'est fini. Oui, c'est moi qu'on puisse dire. C'est même plus mort que WebOS, tu te rends compte? Oui, c'est pas difficile que ça soit plus mort que WebOS, quoique. Bon, bref. Avançons, messieurs. Avant d'aborder, on va parler concrètement des nouveautés fonctionnelles, mais avant, on fait un petit tour du côté du busomètre de la semaine avec Paul Rony. Paul, le busomètre cette semaine. Le busomètre cette semaine ne change pas des masses, à part une nouveauté, quelque chose qu'on a vu cette semaine, c'est le MacBook Air Retina 12 pouces qui reste en haut, mais parce qu'on a pu voir des photos qu'on vous montrera juste après du nouveau MacBook Air. On a vu des photos tout de suite. Tout de suite, on a vu des photos de l'écran de ce futur MacBook Air qui est extrêmement fin puisqu'il est plus fin qu'un iPad Air 2. Alors en clair, avant de passer à la deuxième rumeur, elle se confirme. Elle fait plus que se confirme. La semaine dernière, on présentait dans l'émission les rendus sur le MacBook Air des rendus 3D. Là, cette fois-ci, un site chinois a publié des photos réelles de ce qui pourrait être une machine de pré-production, production de prototypes. Donc ça se précise. Ça se précise. Et alors, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que visiblement la technologie de l'écran changerait du tout au tout, puisqu'on voit que la pomme au dos du Mac, pas comme la tienne, elle serait noire, comme sur un iPad par exemple, parce que la technologie de rétroéclairage ne serait plus la même, ce serait de l'AMOLED, donc plus de possibilité de récupérer le rétroéclairage par derrière et donc d'éclairer cette pomme. Donc un changement d'habitude pour nous qui connaissons cette pomme depuis les PowerBook G3 Lombard. Voilà. Par contre, ce qu'on ne connaît pas, Paul, c'est la date de sortie potentielle de cette machine. La semaine dernière, l'une des rumeurs qui avait beaucoup buzzé, c'était la possible arrivée d'un MacBook Air à l'occasion de la présentation de l'Apple Watch. On ne se dirige pas du tout ce scénario-là. Cette rumeur-là, elle sort du classement. Elle sort carrément du classement parce qu'on a appris d'autres choses sur l'Apple Watch. C'est que l'Apple Watch, ça sort de la bouche de Tim Cook. Ouais. Elle serait commercialisée en avril. Ils ont dit, Tim Cook a dit, nous serons prêts à livrer en avril. C'est un petit peu une grosse déception pour nous tous, vu qu'on avait tous parié entre février et mars.
Donc retard peut-être à cause de cette deuxième rumeur. Oui, continue. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, toi, tu as parié, mais pas moi. Vas-y, continue. J'avais parié effectivement que l'Apple Watch sortirait pour la Saint-Valentin, tu avais parié aussi, mais c'est peut-être à cause de ça que l'Apple Watch est reculé. Une autonomie de 19 heures pour l'Apple Watch. Alors, c'est quoi cette rumeur ? Cette rumeur, alors c'est une rumeur qui émane de plusieurs sites. Visiblement, l'Apple Watch ne tiendrait que 19 heures. 19 heures, c'est-à-dire qu'en gros, la batterie, on peut se balader au poignet avec une journée avec l'Apple Watch sans faire grand-chose avec. Ce qu'on ne sait pas, si c'est une rumeur qui parle des prototypes présentés en septembre ou des derniers modèles sortis des usines de Cupertino à des fins de test. Donc, il y a un gros flou là-dessus, mais quand on voit l'autonomie de la Moto 360, de la G-Watch Air, de toutes ces montres-là, effectivement, ça semble juste logique en fait. Julien, une brève réaction sur ce sujet. Qu'en est-il de l'état de l'art du reste des montres connectées ? Est-ce qu'elles durent plus d'une journée ? Les vraies montres connectées par les capteurs d'activité qui font accessoirement, qui donnent l'heure. Ça dépend des montres, ça dépend des usages. La Moto 360 n'est pas très bonne. Effectivement, la LG Watch, je crois, est un peu meilleure en termes d'autonomie. C'est ce qu'on avait trouvé dans nos tests. Maintenant, c'est sûr qu'on a des limites assez embêtantes pour une montre qui est censée donner l'heure à toute heure du jour et de la nuit. Ce qui a fait un petit peu peur, c'est que, je crois que c'était Night to 5 Max, si je me souviens bien, annonçait que si on l'utilisait en permanence, la montre… 4 heures, je crois. 3 heures, 4 heures, c'est ça ? Voire même moins, autour des 2h30. Si tu joues avec. Si on joue énormément avec, ce qui semble vraiment pas beaucoup. Hein. Mais ça semble vraiment pas beaucoup et c'est effectivement inquiétant pour le produit parce que… Et encore une fois, on ne pourra y répondre que lorsqu'on l'aura au poignet. Hein. Ça risque d'être un sacré frein. Mais sinon, je voulais… juste pour la petite anecdote, vous dire que c'est dur quand même ce qui vous arrive. Si vous perdez la pomme éclairée au dos de vos Macs, moi j'ai de la peine pour vous. Je ne sais pas comment on va vous reconnaître dans les TGV. Dit-il devant son MacBook Pro en fait. Alors d'abord, je ne prends pas le TGV. Voilà. Moi, je prends l'avion, monsieur, j'aime polluer. Quand même. C'est dur ce qui vous arrive. J'ai une petite larme pour vous. Je te signale que c'est vrai que la pomme éclairée c'est plutôt sympa, mais ça ne se voit pas forcément sur le plan que je viens de montrer. Mais tu as le même, alors arrête de te moquer. Oui, c'est pas sûr que ça nous manque, ça nous rappellera au contraire le passé, c'est sympa. Oui. Allez, et puis on verra quand il sera là. On sera les seuls mecs cool à avoir un ordinateur qui a une gueule, alors que toi, tu auras toujours ta brique posée sur tes genoux. Il a un MacBook Pas Air. comme ça de ma surface. Allez, on arrête de troller. Rumeur suivante, Paul. À la rumeur suivante, on va encore troller, je le sens, ça vient très très fort. C'est l'iPad Pro pour le deuxième trimestre 2015, excusez-moi. Donc, le trimestre dans lequel on rentre en fait. D'ici le mois de mars ? C'est impossible. Non, un petit peu après. Mais là, on a le premier trimestre qui est terminé. Donc, tu veux dire le deuxième trimestre français, le troisième trimestre américain. J'ai compris. C'est pour ça qu'elle baisse d'ailleurs. À mon avis, on ne la voit pas avant la WWDC si ce n'est pas septembre prochain. C'est évident l'événement iPad l'année prochaine, au mois d'octobre. C'est ça, pareil, septembre-octobre. Les mois d'octobre l'année prochaine. À mon avis, on ne la verra pas avant, L'iPad d'autant Pro. que Tim Cook a glissé une petite phrase à la présentation des résultats financiers d'Apple en disant qu'il y avait des nouveaux produits pour l'iPad, mais que rien ne pressait en gros et que tout allait bien. Donc l'iPad Pro, c'est pas demain. Ouais, voilà. Bon. Monsieur X, une brève réaction. Non, juste ma réaction est toujours la même. iPad Pro, rien que le nom est disgracieux. iPad et Pro. iPad Air Plus, si tu préfères. Ouais, un iPad plus grand. Allez, rumeur suivante. À moins que Rodrigo ait quelque chose à dire, mais je ne sais pas. Non ? Non ? Ok, on avance. On va encore parler de l'iPad Pro, mais c'est une rumeur qui descend. Elle va probablement sortir du classement la semaine prochaine. Un stylet pour ce même iPad Pro, puisque visiblement Apple, grâce à ses nombreux brevets, aurait trouvé le moyen de remettre cet accessoire au goût du jour. Elle qui avait décidé de s'en séparer à la présentation de l'iPhone en 2007, c'est assez amusant. Voilà. Donc, bah oui, ça donne une perspective qui ne doit pas faire plaisir. Ça vous rappellera un bel objet que je vous montrerai un jour dans une émission, c'est le Mac Phone, le prototype de 1983. Il y avait un petit stylet, vous verrez, c'est très amusant. Il ne marchait pas. Puis en 83, Steve Jobs, bon bref, passons, c'était une autre époque. Alors, revenons à la réalité, on arrête de parler des rumeurs. Il y a encore une rumeur ? Autant pour moi. Alors, quelle est la 5e rumeur, Paul ? La 5e rumeur, vous la connaissez bien, c'est celle de Mac ARM. C'est un serpent de mer, c'est plus une rumeur. Cette semaine, elle ne bouge pas. Elle reste au même carrément, elle est morte cette semaine, en train de faire le passage cardiaque. Non, elle n'est pas morte parce que c'est fort possible, pas probable, mais très possible. Et en tout cas, 2017, plausible. on est à Mac ARM, oui. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est une analyse qui a été faite par Apple Insider cette semaine, c'est que Apple commencerait à changer l'architecture de ses ordinateurs en passant par la bande, en intégrant d'abord des puces graphiques qui ne seraient plus ni d'Intel, ni d'AMD, enfin, puces Intel, celles qui sont dans les processeurs, mais ni de Nvidia, ni d'AMD. Ce seraient des puces PowerVR, dopées aux hormones. Et
pourquoi pas. Après tout, Apple a quand même sorti un très beau framework qui s'appelle Metal et qui permet de faire de jolies choses, donc c'est plausible. À suivre. Merci Paul. Revenons donc après les rumeurs à la réalité, ou presque, puisque Windows 10 n'est pas encore disponible si c'était une version bêta. Vous pouvez l'installer sur votre PC, voire sur votre Mac si vous avez un logiciel de virtualisation. Parlons des grandes avancées. Une première avancée, Julien, qui saute aux yeux, hein, c'est une interface totalement revisitée. Et le retour, on l'avait déjà dit dans le numéro 174 de RLM, je vous invite à le regarder, c'était en octobre dernier. Le retour tant attendu du menu démarrer, Julien. Et oui, le menu démarrer est de retour, l'écran démarrer, le truc métro avec les licornes et les petits arcs-en-ciel est mort. Donc on a maintenant effectivement un menu démarrer qui, selon le type d'ordinateur qu'on utilise, que ce soit un ordinateur, un PC portable ou une tablette, change en fonction du type de device via la fonctionnalité Continuum. C'est comme ça que Microsoft l'a appelé. Donc oui, la grosse nouveauté, c'est que finalement, il n'y a plus ces deux environnements différents qui étaient particulièrement déstabilisants pour les utilisateurs. Il n'y en a plus qu'un seul, le bureau, avec son menu démarrer et en fonction du dispositif, si c'est une tablette, le menu démarrer peut s'afficher en plein écran. Donc là, on revient à, je dirais, un fonctionnement un peu plus traditionnel, un peu plus connu des utilisateurs historiques de Microsoft. Plus familier. C'est pas le même menu démarrer qu'on connaît depuis Windows 95. Attention, il a évolué. Il y a des choix qui ont été faits qui sont plus ou moins discutables. Nonobstant, c'est un menu démarrer dans lequel on retrouve ses applications et on retrouve ses petits avec la fonction recherche, avec les tuiles de Windows 8 également. Les tuiles de Windows 8 qui se trouvent greffées au menu démarrer, effectivement, tu as le listing des applications et juste à côté, tu as quelques tuiles qui peuvent représenter tes applications métro, la météo, tes stocks, tes cotations boursières, etc. Tu peux personnaliser. Et donc, en fait, tout est réuni en un seul et même environnement. L'autre évolution, et tu en parlais déjà au mois d'octobre, elle s'est confirmée. Ce qui perturbait beaucoup les utilisateurs de PC auparavant avec Windows 8, c'était l'obligation d'utiliser les fenêtres d'applications en plein écran. Là, on a un peu plus de souplesse cette fois-ci. Oui, toutes les applications modernes, qu'on appelle modernes ou anciennement métro, peuvent être exécutées en mode fenêtré. Donc elles coexistent à côté de tes applications Windows Legacy traditionnelles. Comme sur Windows. Ce qui permet, encore une fois, on n'a plus ces deux environnements, on a un seul et même environnement, on ne passe pas de l'un à l'autre, on ne cherche pas à comprendre. Tout est au même endroit, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Et je rajoute que la barre des charmes, qu'on appelait barre des charmes ou barre des icônes, le truc qui apparaissait à droite de l'écran. Ah, le dock Non, non, pas le dock. Le dock, c'est la taskbar chez Windows, on appelle ça. Mais la barre des charmes est morte. Ce truc infâme qui s'affichait à droite de l'écran et dont on ne savait pas à quoi il servait, a disparu. Elle n'est pas tout à fait morte puisque tu peux la retrouver dans les fenêtres des applications Modern UI qui s'affichent en fenêtré, non? D'ailleurs, il est tout petit, ils l'ont un peu planqué, mais il n'est pas mort. En fait, tu retrouves les fonctions dans le Notification Center, puisque maintenant tu as un centre de notification. Ah, ça vient d'où ça? Ça vient d'où ça? Ça, c'est peut-être un mélange Android, iOS et puis un peu de Windows CE parce que le look and feel qu'ils ont collé à la bêta est assez hideux. Mais en tout cas, sur la barre des charmes, tu n'as plus le comportement qui était particulièrement perturbant pour les utilisateurs en mettant ton curseur de souris en haut à droite de l'écran, tu avais ce truc qui apparaissait, ce que personne ne comprenait, ça a disparu. En gros, tu es en train d'expliquer que les fenêtres, les Windows, sont de retour dans Windows. C'est ça, Windows, voilà, les fenêtres sont de retour et de nouveau, Windows est un environnement multitâche, ce qui est ce que Microsoft nous vend depuis Windows 3.1, puisque c'était la force de Windows depuis des années. Pour continuer sur un parallèle avec OS 10 et avec le Mac, il y a une fonction qui rappelle un petit peu Mission Control qui arrive, s'appelle Task View, c'est ça ? Oui, Task View, donc en gros, tu as d'abord des bureaux virtuels sur lesquels tu peux déplacer tes applications et le Alt Tab a été mis à jour de sorte que tu puisses switcher d'une app à l'autre, d'un bureau à l'autre de manière assez transparente. Et tu vois bien sûr le contenu de tes applications, etc. Alors brièvement, Monsieur X ou Rodrigo, qu'est-ce que vous pensez un petit peu du look and feel de cette nouvelle interface? L'idée en fait de réintroduire les gènes du PC et puis toujours ce mode tablette. Écoute, ils ont écouté leurs utilisateurs, c'est ce que quand même c'est bien faire Microsoft depuis des années. Et qui n'a pas su faire Steve Ballmer apparemment. Ouais. Plus Satya Nadella. Voilà, donc c'est le retour sur le menu démarrer. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Julien, depuis Windows 3.1 ou Windows for Workgroups 3.1.1, on travaille tous les jours avec cette barre démarrer.
Donc même si c'est pas la meilleure ergonomie en termes d'interface, c'est dans nos gènes et on est une génération qui ne peut plus s'en passer. Le matin, moi j'arrive au boulot, je prends un café, j'utilise mon ordinateur et je clique sur démarrer. Voilà. Donc il fallait redonner ça aux clients de Windows. Alors peut-être que ça redisparaîtra un jour, mais en tous les cas, comme point de repère qui doit permettre notamment de mieux faire accepter et mieux adopter les évolutions de Windows. Donc en même temps, c'est de l'écoute client, bravo. C'est peut-être une manière plus douce de faire adopter les nouvelles versions. C'est malin. Et puis moi, le concept d'avoir vraiment les 3 interfaces unifiées, que ce soit pour l'ordinateur, le smartphone ou la tablette, j'y crois. Parce que simplement, mon petit cerveau, plus tu lui simplifies la vie, plus il est content. Et là, Microsoft, on l'avait déjà dit, a certainement peut-être un coup d'avance par rapport à Apple. On le verra côté Apple à la WWDC. Merci, Monsieur X. Rodrigo, brièvement, plus brièvement que Monsieur X. La question ne se pose pas comme ça. Mais pourquoi Encore une fois, mais parce que j'ai un univers applicatif dans lequel je travaille, moi. Oublions l'univers, je te parle de l'interface. Est-ce qu'elle te séduit? Oui, mais c'est ce que je dis. J'ai un univers applicatif dans lequel je travaille, que j'ai organisé, j'ai mes couleurs, j'ai mes applicatifs, j'ai machin, j'ai mes réflexes. Moi, mon ordi, il me sert à travailler, pas comme moi, je sois l'esclave de la machine. Donc, si on me met un coup de peinture sur la machine en me disant, t'as vu, mais non, c'est, je sais pas quoi, faut tout changer les programmes, changer les trucs. Je vois pas pourquoi je changerais. Merci, Rodrigo. Ça m'intéresse pas du tout. Merci, Rodrigo. On avance sur une autre fonctionnalité, c'est Cortana, Julien, l'arrivée d'un équivalent de Siri dans le PC. Je vous rappelle que Siri n'est toujours pas arrivé sur Mac, près de 4 ans après sa sortie sur iOS. On a une dictée vocale pourrie, mais on n'a pas Siri. Ouais, il faudra m'expliquer pourquoi. Mais bon, passons. Cortana, tu peux nous présenter un petit peu le concept? Oui, J'ai pas bien compris à quoi en fait, ça tu l'as servait. très bien résumé. Cortana, c'est l'assistant personnel. Le nom de Cortana, ça vient du jeu vidéo Halo dont je parlais un peu plus tôt. Ouais. C'est une référence à l'environnement Microsoft. L'idée, c'est que tu as un assistant qui écoute effectivement ce que tu lui dis et qui traduit tes demandes par des actions à l'écran. Que ça soit, écoute, quel temps fait-il, on me donne le temps. Quelle route je dois prendre pour aller à telle adresse, on me donne effectivement la route. Où sont mes fichiers ou mes dernières photos prises, bam, on t'affiche tes dernières photos. Alors, c'est dans le cloud, comme à l'image d'un Siri ou d'un Google, ou c'est local dans la machine? Non, c'est dans le cloud. Tu me poses une bonne question. Je pense que c'est dans le cloud. Je ne m'étais pas posé en ces termes, mais ça me paraît logique que ça soit Donc, effectivement ça ne dans devrait pas forcément le marcher cloud. beaucoup mieux que Siri, en clair. Les démos, la version française Ouais. sur PC est toujours pas disponible. Oui. Pour Mais l'instant, Siri il n'y a non que plus, la hein, je te version rassure. US qui est Exagère. pluguée sur la bêta de Windows 10. On Ouais. verra. Sur les démos qui ont été faites lors du keynote, ça marche plutôt pas mal. Sincèrement, c'est plutôt cool. Ouais, sur les Donc, il démos, faut ça marche attendre de toujours tester, en gardant à l'esprit qu'effectivement, il pourrait y avoir des limitations pour les localisations, pour les marchés régionaux, et on espérait que Microsoft ne sape pas trop de fonctionnalités pour la France, par exemple. Monsieur X, brièvement, Siri, Cortana, une vraie valeur ajoutée, une vraie fonction ou gadget? Je pense qu'on va avoir l'air fin bientôt avec nos PC. D'abord, ils vont être tactiles tous, donc on va les peinturelurer. Hein, ça va nous coûter cher en nettoyant l'écran. Et en plus, on leur parlera. Donc, on va être devant nos PC avec nos mains comme ça en faisant « gaga ». Bon. Une fois de plus, là, je rejoins Rodrigo. Moi, je bosse dans des environnements plutôt calmes. Comme si nous, on plutôt bossait calmes. jamais. Donc, les écrans tactiles et Siri, ou Cortana sur Windows 10, ça ne me concerne pas. Donc, j'ai du mal à me projeter. C'est quand je ne peux pas utiliser mes mains que j'en ai besoin, la voiture, l'iPhone. Donc, Et encore, ça c'est ne une marche pas à tous les nouvelle, coups. mais en tous les cas, pas pour moi. Voilà. Il y a Et donc, des j'attends pas situations, non plus Siri sur macOS 10. Donc- Je ne vois pas ce que j'en ferai. Bon, très bien. Je vous trouve un peu sévère. Je trouve un peu sévère. Alors, l'autre avancée vraiment, vraiment très intéressante que j'ai trouvée autour de Windows 10, j'ai dit 2 fois vraiment, donc c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est que dorénavant, Windows 10 ne concerne pas uniquement le PC, mais l'ensemble de l'écosystème Windows, les consoles de jeux, les tablettes, les téléphones, Ça, on c'est l'a bien. dit. Et c'est là qu'intervient Continuum, Julien. Oui, Continuum, c'est la fonctionnalité dont je parlais tout à l'heure qui permet d'adapter l'interface en fonction du type de device que tu utilises. Mais ce à quoi tu veux faire référence, c'est peut-être les Universal Apps, qui Ouais. me paraît beaucoup plus intéressant, et Allons-y. qui est que pour le développeur, je développe une seule app pour Windows, je crée mon Shazam Windows, et mon Shazam Windows, il va marcher sur ma Xbox One, sur ma tablette Surface, sur mon Et PC. comment c'est possible même de faire sur tourner une mon application Windows sur, Phone. sur des environnements différents, avec des puces différentes, avec des langages qui ne sont pas forcément Eh ben- compatibles d'une puce à l'autre? Comment c'est possible, docteur? Et ben justement, c'est la beauté du compilateur Microsoft qui fera le nécessaire.
Donc il faut leur rendre ça. Aujourd'hui, la réalité, c'est que la promesse de Universal App. Tu es en train de me dire que le prochain Mac ARM sera un Microsoft, c'est ça? Non. Parce que Je c'est suis en train de l'enjeu, te dire si on veut qu'il y a un passer le Mac à environnement- l'ARM. Hein. Il y a un environnement de développement des apps qui a été créé, qui est Windows RT, et qu'il est agnostique de la plateforme, que ce soit du ARM c'est ou bien du dit. x86, qui existe depuis Windows 8, qu'il a été perfectionné avec 8.1, et que la promesse, à terme, c'est que tu développes une seule fois pour l'ensemble des plateformes Microsoft. Aujourd'hui, ça reste une promesse parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore, typiquement, d'application Universal App qu'on peut tester sur sa Xbox One. Ce n'est pas encore disponible. Et Microsoft n'a pas dit, lors de son événement il y a une semaine et demie, quand est-ce que la Xbox One, par exemple, serait en mesure de faire tourner les Universal App. Ouais, Continuum, malgré la familiarité avec le nom continuité ou on-off sur OS X, ça n'a rien à voir avec ce que proposait Apple en juin dernier à la WWDC, Paul. Non, Continuity, c'est vraiment cette fonction où tu retrouves tout ce que tu fais, par exemple, sur ton iPad, sur ton Mac, sur ton iPhone. Tout passe par le cloud. Et End-Off, c'est cette... Théoriquement. Théoriquement. Et End-Off, c'est cette fonction qui fait que, Ouais. quand ton Mac rencontre ton iPad en Bluetooth et en Wi-Fi, hop, si tu étais en train de taper un mail sur ton iPad, tu peux le continuer sur ton Mac. Ouais. Continue Up, c'est une autre fonction, c'est imaginons que la pochette de mon iPad soit un clavier, j'aimerais bien que ce soit le cas, un de ces quatre. Ouais. Je suis en Logitech, c'est je suis en mode PC, je tire, et ma tablette va tout de suite me demander si je veux passer en mode tablette. Je dis oui, et hop, l'interface change, et je me retrouve dans une situation où je peux être productif dans cette interface c'est tout moderne. ce qui manquait à Windows 8 pour passer de l'univers tablette à l'univers ordinateur. Pour que tout soit en fait se passe sans complication. C'est-à-dire que maintenant, il y a juste un bouton sur lequel on appuie, l'environnement change et c'est agréable, quoi. C'est-à-dire qu'on revient, on dock, on travaille, on s'en va, on undock et on continue à travailler. Juste ce que disait Julien sur les Universal Apps, c'est aussi une des promesses de Xcode depuis très très longtemps et on espère que quand il y aura un Mac ARM, il tiendra aussi sa promesse. Xcode, pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, c'est la base du langage et des outils de développement. Non, c'est l'environnement. Le langage, c'est l'objectif C. Autant pour moi, de OS 10 et d'iOS. Ça te va comme réponse? C'est mieux. C'est bien, je suis sous contrôle de Paul Rony. On avance avec un outil très connu, même du utilisateur de Mac, à savoir dans le secteur des navigateurs. Pendant très longtemps, c'était le navigateur de référence, puis il a disparu, notamment sur Mac. C'était Internet Explorer. Il y a un nouveau navigateur qui pointe le bout de sa souris, je ne sais pas où on pourrait l'appeler, le point de son code, c'est Project Spartan. Est-ce que c'est la mort annoncée d'Internet Explorer, Julien? Ce n'est pas clair, mais oui, ça pourrait être la mort d'Internet Explorer. Aujourd'hui, ce n'est pas clair parce que Microsoft n'a pas donné, au-delà d'un nom de code, ses ambitions. On ne sait pas bien si Internet Explorer est amené à disparaître purement et simplement de la version finale de Windows 10 ou pas. Ce qu'on comprend, c'est que Windows 10 aura Internet Explorer toujours, et notamment pour les entreprises. Ça pose la question de savoir si est-ce que uniquement le SKU entreprise aura lieu ou les autres, ça on ne sait pas. Et pour l'utilisateur final, on aura un navigateur, nom de code Project Spartan, qui a été entièrement débarrassé de l'héritage, on va dire, Internet Explorer, pour qu'il soit à peu près conforme aux standards du marché, avec également une nouvelle interface, une nouvelle ergonomie, la possibilité de lui rajouter des extensions. Microsoft l'a annoncé tout récemment. Voilà, donc il y a une vraie promesse sur Spartan. Un look aussi, qui a une ergonomie, une interface qui est très dépouillée également. Bref, il se dote d'un butineur moderne, hein, Julien. Oui, tout à fait, standard du marché. Donc ce n'est pas... il y a eu longtemps la discussion de savoir si Microsoft devait adopter le moteur de rendu WebKit. Ils ne l'ont pas fait. Donc ça reste basé sur un fork de Trident. Maintenant, à voir ce que ça donne. Je crois que les premières bêtas simulent l'user agent de Spartan en Chrome, si je ne dis pas de bêtises, pour le rendu des pages web pour une meilleure compatibilité. Donc à voir à l'usage, pour l'instant, je n'ai pas pu l'essayer puisque Spartan n'est pas encore disponible, même en bêta, malheureusement. Donc je ne peux pas en dire plus que ce qu'on a vu dans les présentations, malheureusement. Voilà, donc beaucoup d'annonces lors de cette keynote de Microsoft, en plus de Windows 10. Également, la perspective d'arrivée d'une nouvelle version, deux nouvelles versions d'Office, si je ne me trompe pas, tout à fait, Julien. 2016, ouais. Dont une spécialement taillée pour le tactile, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Touch. Ouais, on aura l'occasion d'y revenir. Mais de manière concrète, il semblerait vraiment, en conclusion de cette présentation, que Microsoft ait bien intégré les principales critiques qu'avaient fait les utilisateurs de Windows 8 et corrigé comme il convenait le tir.
Oui, il est temps. Ça leur aura pris pas loin de 3 ans. Aujourd'hui, Windows 10, on ne sait pas encore quand il sera commercialisé, visiblement à l'automne cette année, mais ça reste à voir. Effectivement, Windows 10, c'est la correction de tout ce qui n'allait pas dans Windows 8 et c'est dommage que Microsoft n'ait pas tout simplement écouté ses utilisateurs dès les premières bêtas de Windows 8 pour éviter cette débâcle, parce que qu'on le veuille ou non, Windows 8 a été une débâcle. Est-ce que quelque part, alors qu'on reprochait à Microsoft pendant des années, les années d'or de Windows, de faire un peu trop preuve de conservatisme, et c'était Apple qui faisait un peu preuve d'innovateur, cette fois-ci ils ont été trop vite peut-être, et aujourd'hui finalement quelque part c'est Apple qui lui est très conservateur puisqu'il n'a pas adapté le tactile sur ses ordinateurs. Les rôles se sont Tout à inversés. fait, mais quand tu as une base d'utilisateurs telle que celle de Windows, qui est à travers le monde plus d'1 milliard d'utilisateurs de Windows quotidien, 1,2 milliard je crois selon le chiffre Microsoft, Tu peux pas tu faire peux n'importe pas quoi. leur dire D'accord. fuck du jour au lendemain et leur dire voilà j'ai décidé du haut de ma tour d'ivoire qu'à partir de maintenant Windows ça sera comme ça et vous n'êtes que des imbéciles qui résistez au changement, c'est pas possible. Nous dirons que c'était très osé de la part de Microsoft, quoi. Non, c'était une erreur, c'était une connerie, il faut dire les choses. Et Steve Ballmer l'a Le payé type cher. qui s'en occupait, c'était Sinofsky, il s'est barré le jour du lancement et de la commercialisation de Windows 8. C'est un symbole. C'est pas anodin, Ballmer s'en est vite rendu compte. Alors, Monsieur X, votre réaction, il y a eu notamment, et on en a discuté via Facebook, notamment une Monday Note, le blog de Jean-Louis Gassier, l'ancien vice-président d'Apple, qui a fait cette émission l'année dernière lors des 30 ans du Mac, qui revenait justement sur cette vision d'Apple conservateur, Microsoft qui était plus innovant. On sait que Microsoft aujourd'hui a tendance à avoir une image d'une entreprise qui innove plus qu'Apple et Apple de freiner les quatre fers pour voir arriver le tactile notamment sur le Mac. Est-ce que la vision que vous en avez a changé aujourd'hui avec ce qui est arrivé avec Microsoft? En clair, Apple n'est pas forcément conservateur, mais Apple attend le bon moment pour proposer ces innovations-là. Oui, c'est plutôt ça, Olivier. long, ma question. Apple attend de jouer à coup sûr et sur beaucoup de sujets, attend que les autres essuient les plâtres. Alors ça va un peu à l'encontre de l'image d'innovateur d'Apple, mais quand on connaît bien cette entreprise, c'est souvent ça. Apple est rarement le premier sur un marché et peaufine sa réponse. Et puis ils ont toujours à l'idée, quand ils vont lancer une nouvelle technologie, un nouvel usage, on reparlera encore dans 2 ans du tactile sur les ordinateurs, d'être sûr qu'il y a un bénéfice pour le client, parce que c'est la clé pour lancer des nouvelles technos chez eux. Et comme ils vont le facturer très très cher à leurs nouveaux clients, il faut que le jeu en vaille de la chandelle. Maintenant, Microsoft est en avance. Ils n'ont peut-être pas le choix parce que cette unification entre le PC, la tablette et le mobile, c'est peut-être leur porte de sortie, ils en ont plus beaucoup. Mais qu'ils aient le choix ou pas, de facto, moi j'ai trouvé le keynote de Microsoft très intéressant et je crois beaucoup, même si ça va leur demander beaucoup de temps, à l'intégration de ces interfaces entre tous les écrans, Oui. parce que ça va nous simplifier la vie pour nous utilisateurs. Un magasin d'appli et l'appli marche sur tous les écrans, alors qu'aujourd'hui, On y y est compris sur loin Mac, dans le monde. j'achète sur l'App Mac, Store, oui. j'achète sur le Mac App Store, sur la télé, je sais pas ce que je fais. Et là, je pense Sur la qu'il y a télé, t'as pas le droit aux apps. Alors pour conclure, messieurs, d'abord Monsieur X et après Rodrigo et Julien s'il veut intervenir et pourquoi pas Paul. Pour rebondir dans ce que je vous disais en préambule, parce que ma question était peut-être un peu trop longue autour de la Monday Note, il y a beaucoup de critiques à juste titre autour d'iOS 8, autour de macOS, d'OS 10, de Yosemite à juste titre et d'Apple, beaucoup plus en plus de bugs autour de ces produits-là. Comment expliquer aujourd'hui que ces produits soient buggés, qu'il y ait comme ça des failles de plus en plus important. Est-ce qu'Apple a perdu un peu son mojo de ce côté-là? Et ce qui était intéressant, c'était l'analyse de Jean-Louis Gasset qui traduisait ça par le fait qu'Apple voulait rester une entreprise un petit peu resserrée. Oui, monsieur X, j'y arrive. Un petit peu resserrée et qui avait tendance à déshabiller Pierre pour habiller Paul. En clair, prendre des membres d'équipe. Oui, prendre des membres d'équipe, par exemple, de Yosemite pour iOS 8, des équipes de iOS 8 pour l'Apple Watch. Et là, comme en phase de lancement, on met tous les moyens sur l'Apple Watch et le reste en jachère, quitte à ce que ça disparaisse comme l'iPod ou comme iPhoto ou comme certains produits iLife qui ont disparu depuis. Est-ce que cette vision-là, vous l'avez vécue au sein d'Apple, monsieur X? Alors, moi, je ne l'ai pas vécu, mais ce que je pense qui se passe, c'est que Apple paye les frais qu'un certain nombre de gens qui savaient très bien faire du logiciel chez eux se soient barrés, que ce soit les têtes pensantes, on peut reciter Tony Fadell, ou les ingénieurs développeurs de base, Bertrand Serlet, ou les ingénieurs développeurs de base. On sait qu'il y a eu des accords entre Google,
et Apple pour pas se piquer les développeurs. Et donc Apple ne s'est pas assez concentré sur le logiciel, a laissé partir ou a viré des gens qui savaient le faire et a pas mis assez d'importance là-dessus. Et ça fait des années et ils en payent les pots cassés maintenant. En termes de qualité, bien que ça reste quand même tout à fait correct, et en termes de nouveautés, on vient d'apprendre cette semaine que le logiciel photo, qui est cette unification promise entre iPhoto sur Mac et photo sur iOS, était encore reporté à une date ultérieure. Et cette date ultérieure, on ne l'a pas, alors que ce nouveau logiciel de photo pour Mac était promis pour janvier. Donc Apple n'est pas sérieux et fait pas son boulot, il n'investit pas assez sur le logiciel. Donc pas assez de nouveautés, maintenant des problèmes de qualité, on les a avec iOS 8.1.2. Moi, sans qu'il y ait le feu à la maison, je pense qu'il faut que Tim Cook regarde le truc et remette des ressources et remette des gens bons là-dessus, quoi. Ouais. Rodrigo, comment tu peux expliquer qu'une entreprise qui génère, on l'a dit en préambule de cette émission, autant de cash n'ait pas les moyens de mettre tous les moyens, justement les moyens humains pour développer plusieurs chantiers de front? On a l'impression que, à l'image d'une start-up, et dans sa biographie, Steve Jobs le disait, je veux garder l'esprit start-up au sein d'Apple, je veux des équipes resserrées, mais là on a l'impression qu'on arrive à la limite du système. Alors, d'abord, Apple a 178 milliards de dollars en cash. Parce que vous vous rendez compte, mais c'est énormissime, quoi. Ce qui est énormissime, c'est le nombre de bugs aussi de Yosemite et d'iOS, mais allons-y. Ensuite, il y a sûrement plein de projets en cours chez Apple dont on n'a absolument pas connaissance. Il y a sûrement plein de gens qui bossent sur plein de trucs et on ne sait pas ce qu'ils font. Donc là, c'est déjà un bout. Des Mac ARM. Ensuite, il y a sûrement plein d'équipes de très bonne volonté qui travaillent sur des sujets actuels où il y a des problèmes à résoudre. Et là, on tombe sur les problèmes traditionnels de l'informatique. Donc, on a des problèmes de leadership. Il y a A qui se bat avec B. On en revient, par exemple, à l'époque à Johnny Ive et Scott Forstall. On n'est pas d'accord, donc on décide pas, on est immobilisé. 2, il y a un historique qu'il faut garder et maintenir, dont on n'a pas forcément encore les compétences, qui deviennent de plus en plus compliquées à gérer, des bugs, etc. On est rétrocompatible suivant les machines, sur plein de machines différentes, sur plein de hardware différents, sur plein de plateformes différentes, sur plein de distributions, etc. Donc plus on avance dans un système, plus c'est compliqué. Ensuite, il y a le temps d'attention que l'on peut passer. Il y a des priorités dans le business. Certains s'appliquent sur des choses qu'il faut vendre le business, d'autres sont un petit peu moins prioritaires. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais en effet, avec le cash qu'ils aient, ils devraient être capables d'aligner des équipes de pros et puis trancher dans l'art, hein, comme ils ont fait à l'arrivée de Tim Cook. Ils ont viré plein de gens en se disant c'est plus eux qu'on veut, on veut une nouvelle stratégie, une nouvelle direction. Ils l'ont peut-être pas fait jusqu'au bout, quoi. Tu n'as pas peur, Julien, pour rebondir sur ce que tu disais Rodrigo, qu'en générant tellement de cash et des résultats finalement très bons au niveau financier, ils ne voient pas le coût arriver? Ils n'en ont pas conscience de ce risque et de ce danger? Globalement, ce n'est pas une question que de cash, ce n'est pas une question que de ressources, c'est une question d'organisation. Et je ferai juste un parallèle avec Microsoft, encore une fois. Et la débâcle de Windows Vista, une débâcle qui a duré plus de 5 ans. On ne pouvait pas dire que Microsoft manquait de moyens à l'époque. Ils étaient aussi riches qu'Apple, si ce n'est plus ou moins, mais on fera les comparaisons qui s'imposent. Et à un moment, c'est une question d'organisation. Alors effectivement, il peut y avoir des féodalités, des luttes de pouvoir, etc. Et un jour, chez Microsoft, ils ont pris le sujet à bras-le-corps. Ils ont été capables de changer un petit peu leur release cycle pour les logiciels. Et effectivement, du jour au lendemain, ils ont été capables de proposer une nouvelle version de Windows tous les 3 ans, comme ils le faisaient précédemment, puis tous les ans aujourd'hui. Effectivement, même si c'est des updates mineurs, entre guillemets, Windows 8.1 est sorti 1 an après le premier, Windows 8.1 Update est sorti 1 an, etc. Donc il y a vraiment une question d'organisation, de où on place les ressources, qu'est-ce qu'on fait en Q&A, comment on fait la Q&A, etc. qu'il faut qu'Apple adresse à un moment ou à un autre. Effectivement, aujourd'hui, il y a un problème de ce côté-là, c'est clair. J'ai peur pour eux qu'ils aillent dans le mur pour qu'ils réalisent peut-être pour réagir. Il faut faire quelque chose. À la différence, Paul, que cette idée que je disais tout à l'heure en préambule de cet esprit start-up qui fait qu'on mobilise des équipes resserrées qui travaillent dans le plus grand secret
en cloisonnant énormément, ça peut aussi expliquer ces errements-là. Ça reste très très culturel chez Apple. Oui, mais pas que. En fait, dans toutes les réponses qu'on a entendues, je pense qu'il y a énormément d'éléments que j'ai envie qui me font penser à plein de trucs. Par exemple, l'histoire de Windows Vista que raconte Julien, c'est vrai, on ne peut pas dire que Windows manquait de moyens et pourtant ça a raté. Et il paraît que Ballmer, à un moment, on lui a dit on n'a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de gens, il a engagé 2 fois plus de développeurs. Mais quand quelqu'un arrive dans une équipe, il ne sait pas coder d'un coup comme ça et il ne sait pas où en est le projet, il faut voir où en est la build, où on en est de telle fonction. Il arrive, il se met sur le projet, il y a une latence. Peut-être qu'Apple a engagé énormément d'ingénieurs, on sait qu'elle a engagé plus. Peut-être qu'on n'en voit pas encore les effets. Quant au fait que Yosemite et iOS 8 sont plus buggés que leurs prédécesseurs, c'est effectivement le cas, mais on a aussi vu pas mal d'articles où on expliquait qu'Apple ne développait plus de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un changement entre la technique Serlet et la technique Federighi. Bertrand Serlet, on mettait tout dans le même sac, on voyait ce qui marchait et puis ce qui était prêt pour la présentation était prêt pour la présentation. On était sur des releases très longues, sur des cycles très longs avec On Federighi. sortait le produit lorsqu'il était abouti et mature. Voilà, et avec Federighi, non, on a mis au point, c'est un développeur qui raconte ça, la technique du sprint. On dit telle fonction doit être prête, hop, on sprint, on la code, elle est buggée, on a 1 semaine pour la débugger, on passe à la suivante. Et c'est comme ça que macOS 10 a pu adopter, et je suis d'accord avec Julien sur ce point-là aussi, un rythme annuel. Le problème de ce rythme annuel, c'est qu'il y a moins de gens pour faire des patchs, et il y a besoin de patchs. En plus, maintenant, les Mac, quand même, il y a beaucoup plus de modèles. Enfin, on est passé aux écrans Retina, il y a eu énormément de choses à refaire. La technique de rendu des polices dans les bêtas de Yosemite a changé 3 fois. Donc clairement, oui, il y a des errements, il y a un problème. Il est là. Après, est-ce qu'il est insoluble? Est-ce qu'Apple va avoir besoin d'aller dans le mur pour le résoudre? Je ne pense pas. macOS 10 n'en est pas au niveau de macOS 9, qui était quand même, lui, une fourmilière à bugs. Oui, qui était surtout, lui, une vraie catastrophe. Il était en Et fin ça, de ça vie. concerne l'évolution. Moi, je vais vous parler en 10 secondes d'un. Ce sera la d'un conclusion, livre. Rodrigo. Ouais, d'un livre qui a été écrit par un de mes copains. Quand je dis un de mes copains, j'ai passé 3 jours avec lui là, il y a pas longtemps. Mhm. Salim Ismail, qui est le doyen de la faculté de la Singularity University. Vous savez, c'est cette joint venture entre Google et la NASA pour travailler sur les problèmes de demain et surtout les croissances exponentielles, la robotique, la génétique, etc. etc. Et lui, il a sorti un livre, ça s'appelle justement Les organisations exponentielles, comment font toutes ces boîtes qui ont une croissance extraordinaire pour fonctionner. Et sa conclusion, et vous pouvez l'acheter sur Amazon, son bouquin, et sa conclusion, c'est qu'on peut soit mettre l'innovation à la bordure de l'organisation, donc en dehors, pas possible de l'avoir à l'intérieur, ou si on l'a à l'intérieur, il faut qu'elle soit cachée. Pourquoi? Parce que lui, il appelle ça le système auto-immune. Donc tous les globaux blancs, c'est-à-dire que tous les gens qui résistent au changement à l'intérieur de l'entreprise vont tuer l'innovation et c'est pas possible de faire autrement. Bien. Bien, merci Rodrigo, ce sera le mot de conclusion pour cette émission. On passe tout de suite au coup de cœur. Allez, les coups de cœur pour ce soir. Quel est votre coup de cœur, Monsieur X? Alors mon coup de cœur, c'est une application pour iPad et iPhone que je dois à un de mes amis, Sébastien, il se reconnaîtra s'il nous regarde, et qui s'appelle Space Team. Il connaît votre visage découvert, Monsieur X? Oui. Alors c'est une application qui est très très simple, Space Team. Vous êtes à bord d'un vaisseau et vous le pilotez, et au fur et à mesure le vaisseau se détruit, donc il faut le piloter de manière de plus en plus précise pour l'empêcher en gros de se crasher. Alors jusque-là, rien de très extraordinaire. Ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, le principe de Space Team, c'est qu'on y joue à plusieurs. Donc on peut se connecter jusqu'à 4 joueurs. Et en même temps qu'on pilote le vaisseau, on donne des ordres à ses copilotes en face. Ça devient vite un très grand capharnaüm. C'est très très rigolo, avec des grands, avec des petits. Space Team, essayez-le. En plus, c'est une petite ambiance Star Trek années 60. C'est un grand moment de rigolade assuré. Et puis, pour une fois, des gens qui ont des iPhones et des iPads, ils se parlent, ils jouent ensemble et ils ne sont pas isolés. Et ça méritait de signaler. Merci Monsieur X. Rodrigo, de ton côté, quel est ton coup de cœur ce soir? Ouh là là, j'en ai plein, mais je voudrais vous parler tout d'abord d'un site qu'on connaît tous, ça s'appelle Apani. Apani qui a été monté par un copain moi de promo quand j'étais à Wharton Insead, il y a donc 12 ans. Il vient de faire un tour encore massif de pognon. Ça sert à quoi, Apani? Ça vous sert à donner plein de stats sur vos applicatifs. Ils ont plus de 600 000 apps, plus de 600 000 développeurs d'apps qui sont sur le site. Ça vous donne plein d'informations sur les usages, sur les rankings, sur la démographie, etc. C'est vachement bien. Il y a une fonction gratuite, une fonction premium. Allez voir Apani, A-P-P-A-N-N-I-E. Ça vous donne également des classements, tout ça. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est intéressant. Apani a sorti il n'y a pas longtemps un VPN gratuit pour iOS. Ça s'appelle VPN Defender. Et quand vous connectez, c'est super simple. Vous cliquez dessus, ça fait tout le bordel. Vous cliquez à nouveau. Et hop, vous êtes protégé. Donc, quand vous surfez dans un endroit
sur un Wi-Fi pas sécurisé, vous avez un D'accord. petit peu peur de la NSA, mais bon, ça, à mon avis, il passe quand même. Ouais. Vous êtes protégé. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce que ça passe par les serveurs de Apani à San Francisco. Et donc du coup, eux, ça leur permet d'affiner encore plus les stats d'usage qui utilisent quoi, quand, comment. Donc on tombe dans l'univers qu'on appelle maintenant de la big data et on voit plein de choses. Et encore, pourquoi c'est intéressant? Parce que depuis 10 jours, je suis en train de tester un service de musique en streaming en qualité CD. C'est Si pas vous êtes dans la possible. qualité la plus haute sur Spotify par exemple, vous êtes en 320 kilobits seconde, alors que la qualité CD c'est 1441. C'est qui fait ça? Et ça s'appelle Tidal, T-I-D-A-L. Hein, je crois que tu parlais de Cobuzz, hein, ça fait un peu 2 ans qu'ils font ça, mais c'est pas grave. Mais en streaming, Oui, excuse-moi, hein, pas en téléchargement, en streaming, c'est ça? Ouais, mais c'est Ah, comme d'accord. Cobuzz, c'est comme Cobuzz, sauf que c'est Cobuzz, c'est en américain. Enfin non, sauf téléchargement. pas, c'est scandinave. En Tidal, c'est qualité scandinave. CD, autant pour moi. Oui, vas-y, excuse-moi. Ouais, mais alors pourquoi c'est intéressant? Pourquoi C'est c'est parce que c'est intéressant, pas encore- Rodrigo? Parce que c'est pas encore disponible en France. Ah, Donc vous pouvez pas vous inscrire. Alors il y a 7 jours gratuits, après ça coûte un peu cher, c'est $20 par mois. Mais il y a plein de trucs dessus, il y a 20 millions de titres, c'est pas mal. ouais, c'est riche. Mais en revanche, si vous regardez On refait le Mac, et en particulier les coups de cœur, et en particulier ceux de Rodrigo, vous savez, celui qui a la grosse barbe, Et les eh longs ben, cheveux. vous lancez VPN Defender, vous vous inscrivez sur votre tablette ou sur votre téléphone directement avec un compte gratuit 7 jours sur Tidal, et hop, vous enlevez le VPN, vous allez sur votre Mac, et ça y est, vous avez le droit, c'est marqué dans les conditions d'utilisation. D'accord. Ça y est, Vous il savez l'a où vous fait. voulez. Il fait des coups de cœur qui sont regroupés, comme ça on peut pas lui dire d'en faire moins. Voilà. Le Donc, premier on peut coup, pas le couper deuxième au coup de cœur montage. dépend du premier, il l'a fait, ça y est. Et ce qui est sympa avec Tidal, donc c'est tidalifi.com, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'ils ont Merci, vachement bossé Rodrigo. l'intégration. Attends, ils ont vachement bossé l'intégration Oui, avec plein j'en doute pas. d'appareils. J'en doute pas. Et du coup, ça passe même sur Sonos. Bon, pas en France, j'ai envoyé un mail au support, mais ils disent ah non, c'est pas autorisé en France. Alors je dis non, vous avez tort, enfin bon. Tidal, essayez, c'est vraiment bien, l'interface est Donc, chouette. du coup, avec petit un peu PN, différent on de peut Spotify. utiliser depuis la France. J'ai bien compris. Merci, Rodrigo. Julien, de ton côté, un coup de cœur un peu plus court, c'est possible? Écoute, je vais essayer de faire court. Tracker d'activité, la Wheezing Activité Pop qui fait montre, qui a été annoncée au CES. L'idée, c'est une montre à aiguille que tu mets sur ton poignet et qui traque un petit peu tout ce que tu fais dans la journée. Une version un peu plus L'avantage, accessible en prix que l'activité qu'on offrait dans l'émission il y a quelques accessible. semaines. L'avantage, c'est que tu as de la batterie, tu vois. Là, ça fait déjà 3-4 jours que je l'utilise, pas de problème. Bah, Donc ça doit durer vachement longtemps. Ça te donne l'heure, ce qui est Plusieurs quand mois, même pour d'après une ce qu'on montre m'a dit. connectée ou un bracelet, un atout assez sympathique. Après, tu as effectivement l'application qui te synchronise un petit peu toutes les données. C'est un peu long, la synchronisation des données. Attention également, on peut croire qu'elle est assez fine. Le boîtier, je sais pas si on voit, est épais quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est assez épais. À porter, c'est pas toujours super confortable. C'est du niveau d'une Swatch, voilà. Mais c'est assez fun. Voilà, ça m'amuse depuis quelques jours. et ça coûte autour d'une centaine d'euros, c'est ça, hein. C'est un peu plus C'est ça, accessible oui, que le tout à fait. modèle à près de 450 euros. Mais qui est un Exactement, modèle un parce peu que là, plus- t'as pas de cuir, t'as pas de verre en Voilà. saphir. Enfin, ils Exactement. ont viré tout ce qui coûte un peu cher. On y arrive, Paul. Quel est ton coup de cœur ce soir? Ah, moi, mon coup de cœur, c'est la manière qu'a Rodrigo de faire ses coups de cœur. C'est un métier, jeune scarabée, c'est un métier. vois ça. Petit scarabée. Numéro Petit scarabée. 185. Alors, mon coup de cœur, vous le voyez derrière moi, c'est Alfred Remote. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent le lanceur Alfred sur Mac qui remplace Spotlight. C'est une application compagnon qui s'installe sur votre iPad ou votre iPhone. Et en fait, elle vous permet de créer des actions dans l'application. Par exemple, vous arrivez avec votre iPad, vous tapez sur une petite bulle que vous avez créée, ouvre-moi 9 to 5 Mac. Ça vous emmène directement sur 9 to 5 Mac. C'est très pratique pour tous ceux qui sont allergiques Sur onrefaitlemac.com. au raccourci ou sur onrefaitlemac.com par Bien exemple, sûr. ou le site du Monde, enfin ce que vous voulez. C'est très pratique, ça marche très bien. Pour tous ceux qui sont Public. allergiques au raccourci clavier, c'est très pratique. Vous pouvez même, je crois, créer des tables de raccourci clavier pour des logiciels comme Final Cut. Enfin, il y a plein de choses à explorer et qui vont venir. Et avec tous les modules qui peuvent se greffer à Alfred, c'est absolument génial. Ça coûte 4,50 € et ça vaut le coup. De mon côté, un coup de cœur, regardez, moi j'aime bien les produits, et ça c'est un disque dur Thunderbolt de la marque Akitio, ça s'appelle le Palm Red. Qu'est-ce qu'il a de particulier? D'abord, regardez, il est livré avec petit tousse de toute beauté, alors je vais essayer de l'ouvrir, je ne vous garantis rien, parce que moi ça ne marche jamais quand je les ouvre. Voilà, regardez, d'abord il est très fin, alors vous me direz c'est un disque portable comme les autres, ils sont très fins, sauf que non, regardez, il n'y en a pas un de disque à l'intérieur, il y en a deux, c'est un disque raide d'une extrême finesse, je cherche 13 mm d'épaisseur, 2 SSD intégrés, et puis regardez sur le côté, oh miracle, une prise Thunderbolt, donc on n'a pas besoin de se balader le câble, il est livré avec,
Et le summum, c'est que l'ensemble, il est auto-alimenté. Vous n'avez pas besoin de vous trimballer un bloc secteur. Donc pour les professionnels de la vidéo ou de la photographie, ils peuvent désormais travailler sur tous les terrains. C'est en aluminium. Olivier, Oui, mon cher Julien. sur ton futur MacBook Air qui n'aura pas de connecteur Thunderbolt, tu vas faire comment? Le Oui. mode alternatif de l'USB type C, il permet de faire transiter du Thunderbolt. Merci, Non. au revoir, bonne soirée. Je ne Oui, prendrai mais pas. sans le connecteur adapté, ça va être compliqué. Hein. On prendra un adaptateur passif. Si je peux me permettre, il est très bien mon MacBook Pro Retina et je crois que je vais rester quelques temps avec ça. Voilà, c'est donc la marque Akitio Palm Red 256 Go, donc 2 fois 256 Go en RAID 0. Vous pouvez aussi le configurer en RAID 1, en RAID 5, ce que vous voulez. Son prix, il est quand même assez élevé, mais c'est vraiment taillé pour les pros, 660 € et c'est Macway qui distribue tout ça. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 185e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi chaque semaine. Vous retrouvez Monsieur X dont On refait le Mac, mais également sur son Twitter, @TrueMrX. À bientôt, Monsieur X. Oui, ça veut dire oui. Rodrigo, vous le retrouvez chaque semaine dans On refait le Mac, mais également dans son propre podcast, l'Emery Rodrigo Show. C'est bien ça, Rodrigo? C'est absolument ça, Olivier. Et vous nous retrouvez aussi dans un restaurant inconnu vendredi soir à Paris, parce que la fine équipe de Refait le Mac, de toute beauté, se retrouve pour trinquer. Voilà, vendredi, nous allons fêter l'année ouais, ça avec va un être peu de retard. Ça va être la fin On des va y examens, arriver. je vais, mais ça va être génial. Voilà. Et Julien, vous le retrouvez chaque jour sur le site Clubic et tu peux monter le Lyon, nous rejoindre pour dîner avec nous si tu veux cette semaine. Mais oui, mais c'est gentil pour l'invitation. C'est un peu tard, là, malheureusement, ça ne le fera pas, mais on essaiera Ah, de faire ça, ça la prochaine Oui, fois. ça c'est l'esprit lyonnais, vous voyez, ça reste à la maison, casanier comme ça, voilà, dès qu'il faut sortir. Ils ont des bons restaurants aussi à Lyon. Ah ouais, hein, c'est on vrai. va- Bah, on va tous descendre à Lyon Tu- faire tu la Et la Paul soirée Bocuse, d'On refait Paul le Mac. Bocuse. Effectivement, Paul c'est une Bocuse. très bonne idée et tu devrais te souvenir de cette bière australienne qu'un jour nous avons partagée en plein Paris. C'est vrai, j'aime beaucoup l'Australie, mais d'ailleurs ça tombe bien, c'est Clubic qui Oh, régale, L'australienne, mais chut. donc on va tous descendre à Lyon fêter Avec l'année grand plaisir. avec Clubic. Paul, tu reviens la semaine prochaine? Et oui, compte sur moi, je serai là la semaine prochaine, frais et dispo. Bien, bon, bah, écoute, moi je ne sais pas si je pourrais venir, si jamais c'est toi qui présenteras l'émission la semaine prochaine. Compte sur moi. Bien, bah, écoutez, soyez au rendez-vous, peut-être ce sera Paul qui présentera l'émission la semaine prochaine. À bientôt, bonsoir.